Okay, so our second speaker this evening is Fabrice from Arazuka. Donc bonsoir, je m'appelle Fabrice Carrega, je suis le fondateur et le président, voilà c'est ça, d'une start-up qui s'appelle Arazuka. Arazuka ça veut dire fourmilière en japonais, on va voir pourquoi, et qui est une start-up spécialisée dans le crowdfunding. Alors je vais pas vous refaire, je pense que vous avez dû avoir une dizaine, une quinzaine de présentations sur ce qu'est le crowdfunding. L'idée de cette petite presse, c'est plutôt de vous expliquer ce qu'on conçoit nous quand on parle de social finance dans le crowdfunding. Sur la présentation plus personnelle, j'ai fondé Arazuka avec 3 associés en 2012 et avant j'ai eu quelques expériences comme la personne qui m'a précédé d'ailleurs en finance, donc dans des grandes banques, par exemple la Société Générale à la direction des risques sur le risque de crédit sur opération de marché. Donc entre 2005 et 2009, voilà, je pense que vous savez ce qui s'est passé dans certaines salles de marché sur tout ce qui est crédit, risque de crédit et puis aussi un peu risque de marché et risque opérationnel. J'ai travaillé entre 2009 et 2010 comme analyste quantitatif, plutôt orienté IT, parce que c'est ma formation de base, sur tout ce qui est portefeuille de crédit, donc pour hedger des loans, et puis sur tout ce qui est titrisation réglementaire. Donc 2009-2010, c'est aussi la crise des souverains. Risque crédit souverain. Je n'étais pas forcément épanoui dans mon travail au quotidien à cette période-là, donc je me suis posé la question de ce qui pouvait donner plus de sens à ce que je faisais et ce que je savais faire, c'est-à-dire de l'informatique et de la finance. Kickstarter explosait à ce moment-là. On s'est dit pourquoi pas essayer de se lancer dans le crowdfunding avec une touche un petit peu particulière. On va voir ça. Donc j'ai commencé à monter le projet avec mes petits camarades. J'ai travaillé comme consultant en parallèle à la direction des risques de crédit de la Banque Postale sur la partie risque de marché, risque de crédit. Voilà. Et on a lancé de manière très opérationnelle Arazuka fin 2012 et EasyCrowd qui complète le modèle économique, mais je vais revenir un petit peu dessus tout à l'heure, fin 2013. Voilà. Et je complète, on a fait notre premier tour de table l'année dernière et on a une banque au capital qui est le Crédit Coopératif qui est aussi notre partenaire. Voilà, pour avoir la big picture. Alors, je ne sais pas si l'économie sociale et solidaire ça parle pour le coup. Le crowdfunding ça doit vous parler, mais l'ESS, est-ce que vous voyez ce que c'est? Petit sondage dans l'assistance. Oui, au fond de la salle. D'accord. Donc l'ESS, c'est ce qui regroupe beaucoup de structures différentes. Alors s'il y a un chiffre à retenir, c'est 10% du PIB, 10% des emplois, globalement en France et en Europe. Et ça regroupe beaucoup de structures différentes parce que dans l'économie sociale et solidaire, il y a toutes les associations, les fédérations, les fondations, les coopératives, les mutuelles, les entrepreneurs sociaux. Alors il n'y en a pas forcément beaucoup, il y en a quelques centaines en France, mais ça regroupe tout ce type de structures, qui sont des structures juridiques, comme vous avez pu le comprendre, et ce qui signifie qu'en termes de secteur d'activité réel, il y a vraiment aussi énormément de diversité. C'est-à-dire qu'on a du médico-social, des ONG, de la solidarité internationale, des fédérations professionnelles, des syndicats, des mutuelles, des banques aussi, il y a quand même pas mal de banques. D'ailleurs, il y en a pas mal qui se sont réveillées pendant la crise ou après la crise en se disant tiens, en fait, j'ai peut-être un ADN économie sociale et solidaire, qu'elles avaient mis un petit peu de côté pendant les années fastes dans les salles de marché. Donc, globalement, l'idée, c'est, pour vous dresser le tableau, c'est énormément de structures différentes, de tailles très différentes, qui représentent sur le continent européen à peu près 10% du PIB, 10% de l'emploi. C'est vraiment le chiffre qu'il faut avoir en tête. Donc Arazuka, c'est une plateforme de crowdfunding, comme je vous l'ai dit, qui est spécialisée dans l'économie sociale et solidaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous le crowdfunding, pour les clients, les porteurs de projets qu'on accompagne? Globalement, et je fais le lien avec la social finance, finalement le crowdfunding c'est pas un outil de financement. Enfin, c'est pas un outil de financement. On finance des projets avec, mais si vous arrivez sur une plateforme en vous disant c'est uniquement un outil qui me permet de récupérer en don, en prêt ou en investissement de l'argent, vous vous plantez. Vous plantez pourquoi? Parce que vous avez justement complètement oublié la notion sociale du crowdfunding. Et tout notre boulot, au-delà juste de développer des outils numériques, c'est d'expliquer à des porteurs de projets qui viennent parce qu'ils ont besoin d'argent,
c'est le nerf de la guerre, que en fait les trois d'ailleurs étapes indispensables, 2 en amont, 1 en aval, c'est d'abord de communiquer sur son projet, c'est-à-dire se mettre en avant et de parler de son projet à sa communauté, donc de promouvoir sa cause quand on est une ONG par exemple ou une petite association de quartier. Ensuite, une fois qu'on a préparé sa communication, d'animer un réseau. Donc là, il y a du lien social. Hein, c'est pas, on peut le faire via Internet, mais ce qui marche le mieux, c'est quand même de faire des apéros avec les membres de l'asso ou des personnes de son quartier, ou de faire intervenir d'ailleurs des personnalités quand on a la chance d'avoir des gens qui vous soutiennent et qui sont un petit peu connus. Donc une partie de mobilisation de communauté hyper importante pour financer des projets, mais finalement la partie campagne elle dure 45-60 jours, c'est pas la partie la plus importante et ni la partie la plus intéressante techniquement en fait. Et le très très gros enjeu de toutes les plateformes de crowdfunding, parce que beaucoup travaillent sur la partie communication, animation et financement, c'est de fidéliser les donateurs. Là on parle de dons, mais c'est vrai aussi pour la partie investissement et prêteur d'ailleurs. L'idée c'est de pouvoir trouver d'autres types de ressources au sein des communautés qu'on a mobilisées. Vous avez fait le travail de préparer de la communication, vous avez fait le travail de mobiliser des gens, donc d'identifier des prescripteurs, des souscripteurs, d'envoyer des informations par mail sur des réseaux sociaux pendant des événements, etc. Vous avez fait une campagne animée pendant 45 jours. L'idée, c'est pas d'avoir un rideau qui tombe à la fin sur le projet et de rentrer dans un tunnel en donnant plus de nouvelles. Et c'est pas du tout ce que recherchent les donateurs. Ce que cherchent les gens sur les plateformes de crowdfunding, c'est du lien social avec les porteurs de projets. Donc, quand on a des contreparties, par exemple sur Aizuka, mais c'est vrai sur pas mal de plateformes, l'objectif c'est pas qu'un entrepreneur social ou qu'une asso aille éditer des t-shirts, des pins ou des casquettes. L'idée c'est que, est-ce qu'il y a de la valeur pour les gens qui vont s'investir sur la plateforme, en temps ou en argent, ou en diffusion d'informations, c'est de rencontrer le porteur, d'avoir des informations, de savoir si ça marche, de savoir si ça marche pas, pour pouvoir l'aider, diffuser encore de l'info si besoin, ouvrir un réseau, ouvrir de l'expertise, de la connaissance, etc., etc. Et c'est finalement là-dedans que réside qu'il y a, pour nous, le plus de valeur. Donc tout le travail en amont, c'est un travail technique d'accompagnement, mais la valeur réelle du crowd, c'est vraiment sur cette partie post-campagne. Alors après, ça c'est ce qui nous différencie un petit peu. Vous avez compris, on a un positionnement très, très ESS, on a une entreprise agréée, entreprise solidaire. On essaie d'avoir un maximum d'accompagnement pour les porteurs de projets, ce qui signifie un maximum de qualité. Donc, pas une plateforme qui a vocation à faire beaucoup de volume. On a vocation à financer une centaine de projets cette année, ce qui est beaucoup moins que toutes les plateformes généreuses que vous pouvez connaître. Et après, on a aussi des spécificités liées au monde associatif français, parce que c'est pas forcément le cas de toutes les associations non-profit, de pouvoir émettre des reçus fiscaux, d'avoir des enjeux autour des fichiers de donateurs. Donc il y a une partie éthique aussi dans ce qu'on s'engage à faire vis-à-vis de nos porteurs de projets. Voilà. Je vous passe les détails, on pourra en reparler tout à l'heure, mais l'idée c'est c'est essayer aussi d'être logique dans notre éthique et dans les règles qu'on s'impose par rapport aux structures qu'on accompagne. Alors le modèle économique, parce qu'on prend 5% de commission, donc vous vous dites ils font 100 projets, ils prennent 5% de commission, comment ils font pour vivre? Vous avez raison. L'idée, c'est qu'on a monté une start-up solidaire. Donc on a un modèle hybride. Je vous ai parlé du crowdfunding comme un outil hybride de communication, de mobilisation, de financement. Eh ben, on a fait la même chose avec notre modèle économique. On a Aizuka, qui est une plateforme de crowdfunding dédiée à l'ESS, c'est notre partie solidaire. On a EasyCrowd, qui est une technologie et du service associé en marque blanche, qui est une plateforme SaaS développée en interne, donc avec une technologie sur laquelle on a la maîtrise, qui permet à tout un chacun de lancer sa plateforme. Donc on en opère une dizaine aujourd'hui, depuis qu'on a lancé il y a 1 an, et qui en fait se nourrissent l'une l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est utilisateur de notre système et qu'en fait ça nous permet de mieux percevoir les besoins d'opérateurs de plateforme, mais aussi les besoins des porteurs de projets en termes d'outils et en termes d'accompagnement. Donc de mutualiser des développements pour les gens qui lancent leur propre plateforme sur des thématiques qui sont très larges, qui ne sont pas uniquement liées à l'économie sociale et solidaire,
Et derrière, ça nous permet aussi de financer le développement de la partie solidaire de l'entreprise, quand on est de ce côté-là, pour pouvoir continuer à garder de la qualité et de l'accessibilité en termes de coûts pour des structures de toute taille. Les associations, ça peut être des assos d'étudiants qui font des campagnes de 500 ou 1000 euros. Ça peut être ATD Quart Monde ou des grosses ONG de solidarité internationale ou des choses comme ça. Bon, alors voilà quelques projets là sur Arizuka, parce que c'est de ça qu'on parle, enfin, en tout cas de notre côté quand on parle de social finance. Il y a de tout. Évidemment, c'est très marqué dans l'ADN. Donc il y a des projets culturels, des projets d'accessibilité, de handicap, des projets relatifs à la mémoire et au patrimoine. Des projets de jardins solidaires, etc., de structures d'insertion qui fonctionnent. Enfin, c'est des projets qui se financent. C'est pas forcément ce qui fait les gros titres quand on parle de crowdfunding, hein, où vous avez peut-être en tête des campagnes à succès qui font 400 000, 3 millions, 5 millions d'euros. La grosse masse de projets, elle collecte 3, 4, 5 000 euros, mais ça permet à beaucoup de structures implantées dans les territoires, enfin, sur les territoires, et très proches des citoyens, de se financer et de continuer à vivre, parce qu'on est dans une période aussi de restrictions budgétaires qui fait que les subventions sont un tout petit peu en baisse dans certaines collectivités. Voilà, et là on ne voit pas l'adresse de contact, donc je pourrais vous la donner si vous voulez. Je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'on peut passer aux questions si vous en avez, évidemment. Brilliant. Would someone like to run the mic? Sur le côté social, est-ce qu'on peut dire que votre modèle s'affranchit un petit peu des contraintes de taux de rendement? C'est-à-dire que les donateurs n'ont pas du tout dans la tête une idée de rate of return ou de rentabilité de leur investissement, mais que c'est beaucoup plus fondé sur j'aide, je fais du bien, mais je ne me soucie guère du taux de rendement. Est-ce qu'on peut... Vous pouvez un peu parler là-dessus? Il n'y a pas de rendement, effectivement, quand il s'agit de dons. Ils attendent un retour social. Ils attendent que le porteur de projet les tienne informés, effectivement, de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et l'une des difficultés, effectivement, c'est de pouvoir dire aux porteurs de projet: prévenez les gens qui vous ont soutenu financièrement, qui sont engagés d'une manière ou d'une autre vis-à-vis de votre projet, y compris quand ça va pas, parce qu'ils vont aussi pouvoir vous aider, et c'est ça aussi qu'ils vont chercher. Mais vous pouvez parler à toutes les plateformes, finalement vous vous rendez compte que ce qui importe aux donateurs, c'est vraiment ce lien-là, ce qui va se passer après, et le début de l'histoire et de la relation, pardon, qui naît au moment de la campagne. Alors, il y a un petit peu un dévoiement au niveau du modèle quand on voit des structures sur des plateformes de crowdfunding qui lancent des campagnes de préachat alors qu'elles n'ont pas forcément besoin, alors qu'elles peuvent financer les produits ou le lancement de certains produits. Ça, on le voit quand même pas mal aux États-Unis sur des plateformes comme Kickstarter ou Indiegogo d'ailleurs. Là, par rapport au positionnement qu'on a, c'est pas des choses que vous verrez sur la plateforme. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où on se demande si on n'est pas uniquement sur la partie communication et plus du tout sur le besoin financier et le fait de créer du lien avec les gens, quoi. Mais par contre, quand vous voyez ce qui s'est passé sur Kickstarter sur la campagne de comment s'appelle ce casque 3D là, Oculus Rift, les gens ont donné, ils ont préacheté un produit, et quand Oculus a été racheté pour $1 milliard par Facebook, il y a eu une levée de boucliers en disant: non mais attendez, on vous a pas donné de l'argent, ou on n'a pas investi, parce que c'est comme ça que les gens le voyaient, pour que vous fassiez racheter par Facebook après. Donc il y a un lien qui est beaucoup plus fort, y compris sur du préachat, que uniquement le fait d'avoir un catalogue en ligne, quoi. Les gens se sentent beaucoup plus investis dans le don, parce qu'il y a l'aspect direct du don. Et deuxième question, alors là, plus sur le crowdfunding en termes financiers, est-ce qu'à votre avis, il va se singulariser ou se développer justement parce que ça devient un compétiteur valide vis-à-vis de modèles plus classiques sur la rentabilité d'un investissement qui sont très difficiles à trouver dans le monde financier aujourd'hui, et on va faire plus de l'investissement direct avec une rentabilité qui peut être acceptable? La rentabilité que vous trouvez aujourd'hui sur le crowdfunding, c'est sur les plateformes de prêt.
où vous avez une rentabilité, enfin vous avez des taux d'intérêt qui sont, alors en France autour de 8-10%, aux États-Unis qui peuvent monter à, je crois qu'on avait regardé Lending Club, on est sur des taux faciaux à 22% pour ce qui est le moins bien noté, donc il y a des taux réels derrière à 12-13%. Effectivement, beaucoup d'investisseurs, y compris des investisseurs institutionnels, se positionnent sur des plateformes de crowdfunding, en particulier en prêt, parce que ça permet de diversifier le portefeuille et d'avoir des rendements hyper intéressants. Mais c'est vraiment les plateformes de prêt qui en profitent. Les plateformes d'investissement restent quand même, financent de la start-up ou de la PME de croissance, et c'est pas évident d'avoir un rendement ou d'assurer un rendement par rapport à ce type de boîte. Sur du prêt, les portefeuilles sont très granulaires, comme on dit dans le crédit, donc vous pouvez avoir, vous avez la capacité de prêter à 100 000 personnes en quelques clics. J'exagère, mais c'est un peu ça, ce qui vous permet de minimiser votre risque de corrélation de défaut. Et donc ça, c'est très intéressant pour les investisseurs institutionnels. Vous parliez du fait que vous traitiez une centaine de dossiers par an. Est-ce que ça veut dire que si demain, enfin, je ne sais pas comment est-ce que vous fonctionnez pour vous faire connaître, mais si demain vous aviez 1000 ou 2000 ou 3000, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez et que vous voulez faire, ou vous voulez rester sur les 100 en prenant, je dirais, on demande un appel aux dons ou financer un projet bien particulier avec une somme plus importante? Comment est-ce que vous voyez cette chose-là? On finance 100 projets cette année, on double tous les ans. D'accord, ok. Donc c'est pas... Mais ça nécessite du staffing en face pour garder de la qualité et de l'accompagnement, donc c'est un développement. La partie développement startup, c'est la partie modèle scalable. Derrière, on est de plus en plus sélectif aussi sur les projets qu'on accepte, parce finalement on accepte je sais pas, un projet sur 4, un projet sur 3, ça dépend des périodes, parfois un projet sur 5. Donc on reçoit plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers maintenant de projets sur la plateforme. Il y a tout le processus d'accompagnement qui est relativement long quand même, qui fait qu'in fine, on a de la déperdition, mais c'est sur toutes les plateformes le cas. Et on est sur un taux de succès, par exemple, au premier trimestre, de 75%. Alors qu'on a un taux moyen de succès sur les plateformes françaises de 55%, et quand vous allez sur les plateformes américaines, vous êtes plutôt aux alentours des 40%. Donc c'est un positionnement et c'est un objectif qu'on se fixe aussi, de garder cette qualité-là. Mais on n'a pas vocation à faire au bout de 3 ans, comme ont pu le faire certaines plateformes de généralistes, 7000, 10 000, 20 000 projets par an. D'accord. Et vous disiez aussi que vous aviez le crédit coopératif qui est assez actif sur la partie. Est-ce qu'il vous aide? Enfin, vous voyez, parce que l'objectif c'est toujours de se faire connaître. Est-ce qu'il y a des actions groupées où ils pourraient envoyer à tous leurs sociétaires le fait que vous existez, que vous pouvez faire un don? Et puis après, la deuxième question, c'est comment vous gérez les reçus fiscaux? Parce que je sais pas, enfin. Il faut avoir, en tout cas, être reconnu d'utilité publique, être un fonds de dotation ou être rattaché à une entité pour pouvoir émettre un certificat qui, en cas de contrôle, ne soit pas sujet à une contestation de la part tout simplement des services fiscaux. Comment vous gérez ça? Alors sur la partie partenariat avec une banque, on est partenaire depuis un peu moins d'1 an, on est distribué dans les agences et distribué auprès des clients. De la direction des organisations d'intérêt général et des associations de proximité. Donc on organise des événements aussi avec eux, donc c'est des choses qui se mettent en place au fur et à mesure. Là on lance un tour de France vraiment sur les territoires dont ils sont partenaires, pas forcément sur toutes les étapes. Donc c'est des choses qui se mettent en place, mais c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien et c'est pas forcément toujours évident pour une start-up de travailler avec un grand compte. Mais en l'occurrence là ça a plutôt bien pris. Sur la partie reçus fiscaux, c'est quand même un tout petit peu plus large que ce que vous précisez, parce qu'effectivement il y a la partie utilité publique, mais il y a aussi toutes les associations d'intérêt général. Et donc là en fait la difficulté, c'est pas une difficulté technique pour envoyer des mails avec des PDF, c'est une difficulté de vérification en termes de KYC, de connaissance des applications, des associations, sur leur capacité à émettre des reçus fiscaux, savoir si elles ont eu ou pas un rescrit, si on a vraiment un président ou un trésorier ou un secrétaire en face de nous. Donc la vérification elle se fait là, et ce qu'on aime bien, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place, on l'a fait sur quelques phases pilotes, c'est avoir des associations qui ont déjà émis des reçus fiscaux auparavant, et beaucoup d'assauts n'y vont pas parce que c'est quand même complexe comptablement.
Voilà, donc c'est plus du processus finalement de vérification et administratif qu'un processus technique, quoi. Une toute petite dernière question. J'ai pas bien compris la partie droite de la deuxième société, là. La société. C'est une marque, c'est une deuxième marque. Et qu'est-ce qu'elle fait exactement et quels sont ses clients? Du crowdfunding en marque blanche, c'est-à-dire qu'on loue des plateformes à des gens qui veulent lancer leur propre plateforme de crowdfunding, donc sous forme d'abonnement. Et les clients, ce sont alors aujourd'hui des associations, des startups, des PME. Peut-être bientôt des banques, des structures qui veulent se lancer dans le financement participatif et lancer leur propre plateforme. Sans aucune connotation sociale. Ça dépend lesquelles. A priori, non. J'avais une question un peu complémentaire par rapport à votre philosophie que je trouve très intéressante de créer du lien. Créer du lien, est-ce que travailler sur la levée de fonds, sur les titres associatifs via la loi ESS, a traversé votre esprit, et si oui, comment elle est cheminée? Alors oui, ça a traversé notre esprit. Pour l'instant, c'est concentré sur le don parce que c'est ce qui est le plus simple à mettre en œuvre. Après, effectivement, ce qu'on se dit, c'est que la partie investissement ou la partie prêt sont des choses intéressantes à regarder pour ces structures-là. Mais il y a beaucoup de travail en amont en termes de structuration d'une plateforme, et que ce ne sera pas forcément quelque chose qu'on aura envie de faire tout seul si un jour on s'y lance. Parce qu'on a déjà monté un réseau qui a tout seul et c'était beaucoup d'énergie. Donc l'idée, c'est plutôt de fédérer peut-être un réseau de partenaires autour de ce genre de choses. Après, il faut regarder de manière très opérationnelle comment ça fonctionne. Et déjà sur la loi ESS, sur l'agrément par exemple, il y a encore des décrets d'application qui sont à venir, donc on fait de la veille juridique, mais voilà, ça prend du temps et on l'a en tête effectivement. Bonjour, je suis Katia Belbitoun, on a co-créé la société ACVFIT et on a un agrément ESS. Alors, je ne suis pas très sûre d'avoir compris la réponse que vous avez donnée au monsieur. Les reçus fiscaux que vous délivrez sur la plateforme de crowdfunding sont en fait des reçus fiscaux qui émanent des associations qui ont fait le crowdfunding, ou c'est vous-même qui êtes habilité? On n'a pas la capacité à émettre des reçus fiscaux en notre nom propre. On les émet pour compte de tiers, sous réserve de valider plusieurs critères en amont de la part des associations. D'accord. Il n'y a pas de fonds de dotation, si vous voulez. Enfin, les fonds ne passent pas par un fonds de dotation qui va reverser l'argent à des assos derrière. C'est pas le mode de fonctionnement. D'accord. Et donc la deuxième question, c'est, étant une entreprise SAS de l'économie sociale et solidaire avec un agrément, est-ce qu'on peut émettre les reçus fiscaux? Non. Non, ça fait partie des réflexions du MOVE par exemple, si vous êtes au mouvement des entrepreneurs sociaux, sur peut-être que ça peut être intéressant pour des structures qui font de l'intérêt général sans rien coûter à l'État. Enfin, ça c'est mon camarade Arnaud Poissonnier de Babylone qui dit ça, d'avoir peut-être à un moment donné, mais en tout cas pas aujourd'hui dans la loi ESS telle qu'elle a été votée, une incitation fiscale à soutenir ce type d'entreprise pour les citoyens, les investisseurs ou des donateurs. Vous pouvez en tant qu'entreprise collecter des dons, et ça, il y a un traitement fiscal particulier. Par contre, vous ne pouvez pas émettre de reçus fiscaux. Mais on peut collecter des dons à travers votre plateforme. La majorité des structures qui sont sur le site sont des associations, parce que sur les 10% là dont je parlais tout à l'heure de structures de l'ESS, d'emploi PIB, on a donc une centaine d'entrepreneurs sociaux à peu près, ou 200, et on a 1 300 000 ou 1 400 000 associations. Donc la très très grosse majorité sont des assos, mais après voilà, vous avez la possibilité, si vous êtes une entreprise, de collecter des dons. D'accord, merci. J'oublie juste un truc, je rajoute. En fait, au milieu de tout ça, il y a aussi une équipe de R&D qui travaille sur la partie data, sur la partie données de tout ce qui est campagne de financement, financement des projets, pour tout ce qui est optimisation aussi des processus.